Je vais tout de suite passer la parole à mes camarades Mathilde, Marcella et David, qui, dans un concert à trois voix, vont nous parler des collections de monographies illustrées et poser des balises pour le prolongement collectif d'un projet. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Je le vois. Parfait. Alors, voilà. Bien. Bon, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. On est assez content de vous présenter ce qui est vraiment à ce stade-ci encore très embryonnaire, mais qui est l'un des éléments dont on parle avec Marcella et Mathilde depuis facilement 2 ans et à propos duquel on se demande quand et comment on pourrait lancer les choses qu'on va vous expliquer. Et puis la rencontre avec Olivier et Claude nous a amené à donner forme et donner corps à ce réseau. Donc voilà, concrètement, en 2011, on a lancé ce projet de recherche, la Fabrique du patrimoine littéraire, les collections de monographies illustrées de poche, qui était un projet financé en Belgique par le FWO, qui est donc l'équivalent du CNRS local côté néerlandophone en Belgique. C'était un projet qui réunissait Marcella, Mathilde et moi-même, en plus de René Audet de l'Université Laval, Dominique Magnaud et Jérôme Mézot, auxquels sont venus se greffer progressivement de nombreux contributeurs de façon plus ponctuelle ou plus durable. Je pense notamment à Galia Janoszewski et à plusieurs membres de l'équipe Hadar de Tel Aviv, l'équipe qui est dirigée par Ruth Amossi et une équipe devant laquelle j'avais été amené à présenter le projet dès ses premiers pas. C'est un projet qui originellement est issu de l'intérêt qu'on avait à Louvain pour tout ce qui est iconographie de l'écrivain, en particulier les photos d'écrivains, et ça nous a conduit à un intérêt pour ces collections qui sont abondamment illustrées et qui se sont développées pour celles auxquelles on s'est principalement intéressé, essentiellement durant l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale, au moment de l'entreprise, en France en particulier, de démocratisation de l'accès à la culture, corollaire du décuplement des effectifs étudiants dans l'enseignement supérieur et en particulier à l'université. Alors, plusieurs collections ont retenu notre attention de façon initiale. Tout d'abord, Poète d'aujourd'hui chez Segers, Écrivain de toujours aux éditions du Seuil, les albums de la Pléiade, bien entendu, chez Gallimard, la collection un peu moins connue Qui êtes-vous, qui est publiée à la Manufacture à Lyon, et enfin, toujours au Seuil, la collection Les Contemporains, qui a été lancée et dirigée par Denis Roche. Alors, ensemble, ces 5 collections font plus de 500 volumes, sans tenir compte évidemment de toutes les rééditions que certains de ces volumes ont connues. Donc vous voyez, ça fait un paquet de bouquins et de pages à lire. Et comme souvent au fil de ce type de projet, on a été amené à découvrir de nouvelles collections qui se sont ajoutées à nos recherches et au panorama qu'on essayait de dessiner. Tout d'abord, pour prendre simplement 2 collections, une en amont, les cahiers iconographiques de Pierre Caillé, publiés à Genève, qui est une collection qui sort, dans mon souvenir, le premier volume date de 1946. C'est une collection qui, dans une certaine mesure, préfigure les albums de la Pléiade, puisqu'elle est intégralement axée sur l'iconographie, et je crois qu'elle, alors ça je ne suis pas parvenu à le vérifier pour l'instant, mais qu'elle préfigure d'autant plus les albums de la Pléiade que le dernier volume, et il y en avait d'autres qui étaient prévus, est publié la même année que le premier album de la Pléiade. On a l'impression que la collection s'arrête à partir du moment où il voit que Gallimard fait à peu près la même chose, avec une force de frappe éditoriale, je dirais, beaucoup plus importante. Et puis beaucoup plus récemment, il y a la collection Les Singuliers, chez Floïc tout d'abord, et puis chez Argol désormais. Ces 2 collections présentant des spécificités, l'iconographie d'un côté pour Pierre Caillé, et le fait de proposer un livre d'entretien avec une personne dans le cas de la collection Les Singuliers, une collection qui est par ailleurs qui comprend une importante iconographie qui est intégralement choisie par
l'écrivain interviewé. Alors, il y a eu d'autres collections encore qui sont venues se greffer à ce projet, qui sont cette fois plus directement liées à des sujets, à des types d'écrivains présentés. Il y a la collection Approche publiée par Présence africaine, et également Écrivains québécois d'aujourd'hui, publié par les éditions Fides à Montréal. Alors, d'un point de vue formel, ce sont des séries qui présentent des configurations relativement différentes les unes des autres. S'agissant de poètes d'aujourd'hui et d'écrivains de toujours, ce sont des séries qui conjuguent une iconographie aussi riche que possible, et surtout dans le cas d'écrivains de toujours, avec un essai plus ou moins biographisant, ou plus ou moins, je dirais, axé sur le commentaire du texte, avec une anthologie, mais une anthologie qui peut se présenter soit de façon séparée, soit intégrée à l'essai plus ou moins biographique initial. Il y a certaines collections qui sont beaucoup plus axées sur la biographie, c'est en particulier le cas des albums de la Pléiade, et d'autres qui font le pari d'intégrer des entretiens, comme la collection Qui êtes-vous et la collection Les Contemporains, voire qui ne se composent que d'entretiens, comme la collection Les Singuliers. Et donc ces agencements qui correspondent à des tendances d'une collection à l'autre, et au sein même des collections également, selon les périodes, les tendances sont un petit peu différentes. Tous ces éléments contribuent à nous proposer le portrait d'un écrivain, et ce faisant, contribuent à la patrimonialisation de ces différentes figures. Et ce sont des collections qui ont été, je dirais, presque totalement négligées jusqu'à ce qu'on soit amené, dans le cadre de ce projet, à s'y intéresser, pour des raisons assez évidentes. C'est que, par tradition, les études littéraires se focalisaient davantage sur le canon, donc les œuvres produites par les écrivains, et bien davantage que à ces livres, à ces productions qui avaient pour fonction de constituer le patrimoine. Alors, de façon à pénétrer dans ce corpus titanesque, on a pris le parti de procéder à différents coups de sonde problématisés, en examinant diverses questions, soit à l'occasion d'articles ponctuels, soit en organisant des journées d'études. On en a organisé 3, et un colloque. Alors, ce qui est issu de ces recherches, c'est tout d'abord la thèse que Marcella a consacrée aux albums de la Pléiade, plus 4 dossiers de revues, dont 3 sont parus et un 4e est à paraître, et enfin un volume qui va être publié, qui va être remis à son éditeur dans les toutes prochaines semaines. Alors, ce qu'on a été amené à aborder, pour vous donner une petite idée de ce qu'on a fait finalement, il y a tout d'abord le caractère collaboratif de ces entreprises éditoriales, puisque ce sont des ouvrages, disons, de commande avec un cahier des charges plus ou moins fixé, ce qui suppose des interactions entre les auteurs des ouvrages, les éditeurs et directeurs de collection, et dans certains cas, quand ils sont vivants, et parfois ils sont très intrusifs comme on peut s'imaginer, les écrivains auxquels ces livres sont consacrés. On a également examiné, tout naturellement, l'image qui est façonnée de ces écrivains par ces collections. On a également été amené, dans le cadre d'un volume de la revue Tangence, à examiner les différents genres discursifs et les différentes modalités de constitution de ces portraits d'écrivains au fil de ces séries. Et le dernier numéro de revue à paraître, dans Études littéraires, qui devrait donc paraître là tout bientôt, se focalise sur vraiment les enjeux contemporains de ces collections à partir de la deuxième moitié des années 70 ou 70 jusqu'à nos jours. Et puis, il y a toute une série d'articles ponctuels également. Alors, ces articles ponctuels nous ont permis d'esquisser des pistes supplémentaires à propos, alors notamment de la place spécifique de l'illustration dans ces volumes, qui va du portrait à la reproduction de manuscrits, et puis la place des femmes dans les auteurs portraiturés, les configurations discursives qui émergent des compositions médiatiques hybrides de ces volumes, le rôle que joue la biographie, par exemple, dans ces collections, leur enjeu promotionnel et son articulation avec la dimension patrimonialisante, et bien d'autres aspects. Alors, en plus de ça, des étudiants du master Art, Littérature et Culture de l'Université de Nantes ont également travaillé à la reconstitution des catalogues complets de poètes d'aujourd'hui, d'écrivains de toujours,
de Qui êtes-vous, de cinéastes d'aujourd'hui et des contemporains. Ces documents sont disponibles sur la plateforme fleet.org. Au terme de ce parcours qui était riche et instructif, on a également estimé intéressant, comme David l'a mentionné plus tôt, de mettre sur pied un colloque qui abordait certains des enjeux qu'on n'avait pas été en mesure d'envisager de front à l'occasion de ces travaux. Ce colloque, qui était consacré aux diverses extensions de ces collections, a notamment étudié l'histoire de ce type de série, la place qu'il leur est donnée au sein de leur maison d'édition, leurs formes anciennes, les supports d'accompagnement et déclinaisons médiatiques connexes, tels que par exemple des disques qui sont joints à certains volumes ou des émissions de télévision encore. Les formes étrangères aussi qui ont été développées dans des pays francophones hors de la France, mais aussi en Italie et en Espagne. Ainsi que des collections qui se fondent sur le même modèle, mais qui sont consacrées à d'autres domaines, tels que la musique, par exemple dans le cas des collections Poètes et chansons chez Segers ou Solfège au seuil. Ce colloque qui s'est tenu à Leuven a montré à quel point ce champ d'exploration lié à ces séries est vaste, en mettant en exergue les nombreuses incarnations et ramifications du modèle éditorial de ces collections de monographies illustrées, mais aussi les diverses inclinaisons critiques des éditeurs et les stratégies de patrimonialisation qui ont été mises en œuvre à l'échelle de chacune de ces séries. Au terme de ce projet, donc, une thèse, 4 numéros de revue et un ouvrage collectif auront été publiés, ainsi que quelques articles, une cinquantaine à l'échelle de l'ensemble du programme tel qu'il a été mené à bien jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce n'est pas rien. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas chômé pendant toutes ces années. Mais au terme de ce parcours, nous avons tous les trois le sentiment qu'il reste encore un travail considérable à réaliser. En somme, nous avons surtout posé un ensemble de balises qui en appellent à une approche plus systématique de ces séries, qui non seulement prendrait l'ensemble de ces volumes en considération, ce que malgré nos efforts et l'implication au terme actuel du projet de pas moins de 30 chercheurs et chercheuses, nous ne sommes pas encore parvenus à faire d'une façon qui nous paraisse complètement satisfaisante. Alors, l'un des principaux manques que nous éprouvons, que nous avons constaté, tient à l'histoire de ces collections, qui demandent non seulement un examen des archives d'éditeurs, ça c'est sûr, mais aussi, nous avions partiellement entamé ce travail sur les archives d'éditeurs, mais cette histoire des collections, elle demande aussi l'examen des archives des auteurs concernés, des auteurs qui sont portraiturés ou des auteurs critiques, plutôt ces derniers, mais parfois c'est un peu mélangé. Et ce que nous avons rencontré dans des archives d'auteurs nous a convaincus de la nécessité de ne pas déclarer le travail terminé avant un examen plus approfondi de ces documents-là, de ces archives, de ces fonds, un examen un peu systématique pour lequel, bien évidemment, l'équipe déjà impliquée n'était pas suffisante. Donc, notre volonté d'explorer ce volet d'archives et de publier une partie de ces archives aboutit pour commencer à un premier projet de livre que je vous présente ici rapidement. Ce premier projet d'édition d'archives concerne le Malraux par lui-même de Gaëtan Picon, qui a été publié en 1953 dans la collection Écrivains de toujours, et qui est un exemple vraiment, c'est l'exemple le plus riche, disons, parce que d'abord il est fondateur, c'est l'un des premiers ouvrages de la collection, et surtout le dossier d'archives est extrêmement épais, complexe, foisonnant, passionnant. C'est un des premiers dossiers sur lesquels on s'est penché au début du projet, et l'enthousiasme était vraiment débordant à la découverte de ces papiers-là. Pour vous expliquer un peu la situation dans laquelle se trouve l'écrivain, le critique et l'éditeur, c'est une situation très particulière. Elle tient au fait qu'ils ont du mal à se rencontrer, en fait. Donc, tout est écrit. Et une partie des négociations qui s'engagent normalement dans le bureau de l'éditeur de manière plus ou moins informelle est ici entièrement écrite et va même contaminer le livre final. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est un tapuscrit envoyé par Gaëtan Picon à Malraux, retourné à Gaëtan Picon par Malraux avec annotations assez importantes. Et ces annotations, elles ont semblé tellement cruciales pour la compréhension de l'œuvre de Malraux, mais aussi pour l'exposition de la relation entre l'écrivain et son critique, qu'elles ont été conservées par les éditeurs
avec l'accord ou peut-être l'appel du pied de Malraux lui-même. Donc ce sont des morceaux dissertatifs assez conséquents, parfois même sur des questions théoriques assez profondes. Donc cette correspondance entre Francis Janson, qui est l'éditeur au Seuil en charge de la collection Écrivains de toujours, Gaëtan Picon et Malraux, elle est aussi abondante parce qu'ils sont éloignés. Gaëtan Picon est en poste à Beyrouth, Malraux voyage et Francis Janson est au sanatorium assez loin de Paris. Donc cette correspondance conservée à l'IMEC nous a paru capitale et on s'est proposé de la donner à lire, non seulement aux spécialistes, mais aussi aux amateurs, à travers une édition critique. Elle nous a permis de constater le rôle cardinal de l'éditeur dans la conception et dans l'écriture précise de ses ouvrages, en particulier quand un ouvrage est destiné à rejoindre une collection qui possède déjà une maquette bien établie. Et en même temps, on voit bien que l'éditeur ici a saisi l'opportunité de donner quelque chose de plus à ce volume en le faisant correspondre de manière extrêmement concrète au titre générique Un tel par lui-même. Et il est évident que les annotations de Malraux ajoutent à l'intérêt de l'ouvrage pour les lecteurs, ajoutent aussi peut-être à son prestige, puisqu'il y a quelque chose de la main de Malraux qui n'est pas seulement une réédition de ses textes. Et le modèle a été partiellement réutilisé pour d'autres ouvrages par la suite, en particulier pour Mauriac, mais pour le coup, là, ce sont des annotations extrêmement synthétiques. Donc, ça n'a jamais été égalé. Comme il est rare de pouvoir observer de manière aussi précise les questionnements qui président à la conception du livre, il nous a semblé que ce dossier témoignait d'un pan encore méconnu de l'histoire éditoriale française et pas seulement, et qu'il méritait d'être soumis à la curiosité du public. Il y a d'autres correspondances de ce type, bien évidemment, dans des fonds disséminés un peu partout, et il nous a semblé qu'il était nécessaire de mener un travail de repérage systématique, et que pour ce repérage, on avait besoin de s'appuyer sur un réseau plus large de chercheurs, un réseau de spécialistes qui auraient la possibilité de soit s'orienter dans les fonds des écrivains ou de nous orienter vers ces fonds pour nous permettre d'étendre l'exploration. La correspondance passive des auteurs, d'ailleurs, est d'autant plus intéressante qu'on y trouve tout le courrier des éditeurs, qui n'est pas forcément si facilement accessible, parce qu'il y a certains courriers qui sont détruits ou qui ne sont pas copiés dans les archives d'éditeurs elles-mêmes. Parfois, les archives d'éditeurs sont difficiles d'accès. Donc, on a tout le courrier des éditeurs qui pose le cadre de la conception de l'ouvrage quand on regarde dans les archives d'écrivains. On peut aussi avoir des échanges entre deux écrivains, entre celui qui est portraituré et celui qui fait son portrait, et c'est particulièrement intéressant. Et puis, c'est aussi une manière d'accéder aux documents préparatoires des ouvrages. On a lancé quelques explorations complémentaires sur quelques écrivains belges, quelques écrivains français. En particulier, à Nantes, il y a ce trio René-Guy Cadou, Michel Manol, Segers, ou plutôt Hélène Cadou, veuve de René-Guy Cadou. La correspondance entre Hélène Cadou et Michel Manol, ou entre Hélène Cadou et Pierre Segers, est tout à fait éclairante. Nous envisageons encore un chantier à Bruxelles cette fois sur les échanges autour de l'ouvrage consacré par Jeannine Moulin à Marceline Desbordes-Valmont. Alors, ces collaborations nous ont donné l'idée d'un appel à contribution à grande échelle, puisque compte tenu de la nature monographique de ces collections et du travail qui nous semble nécessaire encore de mener à leur sujet, nous voulons donc lancer un appel à contribution qui pourrait s'échelonner sur le temps long et sur une large échelle en nous adressant à des spécialistes, soit des écrivains présentés, soit des auteurs de ces ouvrages, quand ceux-ci ont connu une certaine fortune critique. Par exemple, dans le cas d'Yves Bonnefoy pour Rimbaud, de Maurice Nadeau pour Gide, de Philippe Solers pour Ponge, de Christian Prigent pour Denis Roche, ou encore de Roland Barthes pour le Roland Barthes par Roland Barthes, qui est l'un des seuls ouvrages de ces collections à avoir éveillé l'intérêt de la critique. Il nous paraît en effet indispensable de passer par les spécialistes d'un auteur. Eux seuls peuvent prendre la mesure de certaines questions auxquelles un profane serait parfois bien en peine de répondre.
Il nous semble aussi qu'il y aurait dans ce partenariat une sorte d'échange de bons procédés et de coexistence qui ferait sens, puisque les sociétés de spécialistes et le ou la spécialiste d'un auteur qui se chargerait de centraliser le travail pourraient bénéficier d'une connaissance de ce type de série qui leur permettrait de recontextualiser l'ouvrage du point de vue éditorial et d'en saisir aussi les véritables spécificités en excluant ce qui relève du dispositif lui-même. Et en plus, ils seraient invités à travailler sur des livres qui, dans la très grande majorité des cas, n'ont fait l'objet d'aucune recherche approfondie. Mais il en irait de même de notre côté, sachant que nous ne disposons pas des connaissances suffisantes sur tous les auteurs pour bien situer leur place dans la critique et pour éclairer la singularité des volumes. Concrètement, il s'agirait donc de solliciter auprès de ses collègues des contributions à chaque fois focalisées sur un volume et répondant à un cahier des charges relativement précis, dans lequel il s'agirait de répondre à une série de questions comme quelle image de l'auteur présenté le livre propose-t-il? Quelle est la place du livre dans l'histoire critique autour de l'écrivain présenté? Comment se situe-t-il en son sein? Quelle a été la postérité de l'ouvrage, son retentissement? Est-ce qu'il y a eu des rééditions? Et si oui, quels changements ont éventuellement été apportés aux nouvelles versions? Quelle forme aussi a pris le livre au regard de la typologie des genres de discours que ces ouvrages mobilisent? Quelles sont les archives conservées et que disent-elles de la préparation de ces livres? Quelles sont les stratégies éditoriales présidant au choix de certains auteurs au moment de l'élaboration des volumes qui leur ont été dédiés? Les auteurs portraiturés ont-ils eu des contacts avec les auteurs de l'ouvrage qui leur ont été consacrés et quelle a été la nature de leurs interventions? Voilà quelques questions parmi celles que l'on pourrait poser dans ce canevas. Il va sans dire qu'il ne sera vraisemblablement pas possible de répondre à l'ensemble de ces interrogations pour l'ensemble des volumes, notamment parce qu'il n'y a pas de spécialistes ou de personnes qui s'intéressent à tous les auteurs qui ont été présentés dans ces séries, mais aussi parce que il y a un problème, comme l'évoquait Mathilde, d'accessibilité, ou plutôt de non-accessibilité ou d'accessibilité, je dirais, contrariée des sources éventuelles, non seulement s'agissant des archives elles-mêmes, qui sont en plus souvent dispersées, mais aussi parce que les ouvrages eux-mêmes ne sont pas si facilement accessibles. Souvent, on trouve dans une bibliothèque l'édition de telle année et évidemment pas toutes les autres, puisque les bibliothèques n'avaient pas un réel intérêt à conserver l'ensemble des éditions ou à se procurer l'ensemble des éditions de ces ouvrages, disons, à vocation plus ou moins de vulgarisation. Et donc, il nous paraît important de lancer ce projet, même si on est conscient qu'on ne pourra pas, je dirais, atteindre l'exhaustivité, même si c'est ce vers quoi on souhaiterait tendre. On n'épuisera certainement pas le nombre de volumes publiés au sein des collections de ce type, mais on espère tout de même générer un ensemble de contributions en nombre suffisant pour nous permettre, à l'échelle du projet dans son ensemble, à savoir l'étude de ces collections, de leur mode de fonctionnement et de leur histoire, donc un ensemble de contributions qui nous permettra de cerner les principales tendances de l'histoire de ces séries et qui nous permettront bien de réaliser dans les meilleures conditions, en pouvant nous appuyer sur le travail de spécialistes, eh bien, ça nous permettra, c'est notre idée, de réaliser l'ouvrage de synthèse auquel nous aspirons et pour lequel nous avons déjà une matière quantitativement et qualitativement, j'espère aussi, abondante. Alors, quelques remarques finales sur ce projet un peu atypique par son ampleur, qui suscite chez nous déjà quelques interrogations et on serait très heureux de recevoir vos remarques, commentaires et questions pour la mise en place du projet. Première remarque, la nature, enfin le support de publication de ces études. Il nous semble vraiment capital de rassembler les études sur les ouvrages en un même lieu, sur un même médium et de préférence probablement sur le carnet de recherche de patrimonialité dans une section dédiée. Mais nous avons bien conscience qu'un carnet de recherche n'est pas un lieu de publication aussi prestigieux que d'autres et que, en termes de bibliométrie, ça peut être un peu moins intéressant que de publier dans une revue ou dans un ouvrage collectif. Simplement, il nous
semble que ces textes, il faut pouvoir les confronter, il faut pouvoir les lire ensemble, il faut pouvoir les lire en série et il faut pouvoir réaliser une cartographie des ouvrages avec à disposition des textes les commentant. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que cette publication dans le cadre d'un atelier ne serait pas incompatible avec une publication dans d'autres revues, si tant est que les revues en question acceptent la chose, des revues papier ou d'autres revues, des revues spécialisées. Il nous a semblé que lorsqu'il y avait des revues consacrées à des auteurs, conduites par des associations d'amis, la compatibilité pouvait être, assez bonne. Mais ce n'est pas le cas pour tous les auteurs et puis, pour certaines de ces revues, il faut aussi l'accord de l'éditeur. Donc, là, vraiment une question se pose, pour nous, heu, pour faire en sorte que ces textes soient suffisamment lus, diffusés et en même temps rassemblés. Alors différentes pistes sont possibles. Nous envisageons aussi un dossier dans une revue, dossier consacré à la génétique, des ouvrages. Il pourrait y avoir, de cette manière-là, une valorisation des travaux dans ce cadre. Mais cette idée d'une base de enfin, pas d'une base de données, mais disons d'un ensemble de textes permettant, d'explorer la base de données, répertoriant tous les ouvrages, là, pour le coup, ça nous pose un problème technique qu'on serait très heureux, de résoudre peut-être grâce à vos propositions. En tous les cas, nous avons un projet de rédiger un appel de 2 ou 3 pages qui sera diffusé par les réseaux habituels et nous tirons parti du séminaire en vous soumettant ce projet. Nous serons très heureux d'accueillir vos remarques, vos questions, vos suggestions, y compris sur la mégalomanie de la chose. Merci beaucoup à vous trois pour ce moment de mégalomanie peut-être, mais mégalomanie stimulante. Enfin, je trouve que c'est un très beau projet. Et ce qui est bien, c'est que ça permet aussi d'ancrer le réseau dans une pratique, dans des collaborations qui peuvent se nourrir sur un temps plus long. Alors, voilà, je laisse les personnes qui sont ici réagir et voilà, peut-être proposer des initiatives, des interventions, des pistes. Oui, Claude, je vois que tu lèves la main. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que j'ai toujours des problèmes de micro avec mon ordinateur. C'est bon, vous m'entendez? Parfaitement. Oui, c'est un petit peu loin, mais ça va. Bon, je vais essayer de parler fort. Voilà. Bon, merci beaucoup pour les deux exposés. Hein. Je veux dire, je ne suis pas intervenu après le premier et qui était vraiment très, très intéressant aussi. Et merci aux trois intervenants qui viennent de parler. Vraiment un très beau projet que vous avez. Moi, je suis sur le pont. Si vous avez besoin de parler de Barthes et de Roland Barthes par lui-même, je le ferai avec un grand plaisir, d'autant plus qu'il y a d'importantes archives à la Bibliothèque nationale sur la manière dont Barthes a préparé son livre. Et il y a des archives au Seuil que je n'ai pas toutes consultées, mais je vous engage à aller au Seuil. Il ouvre plus ou moins bien ses archives. Hein. Mais en particulier, je suis tombé, grâce à Bernard Comment, sur un échange de lettres à propos d'un livre qui n'existe pas dans la collection. C'est aussi intéressant, les livres qui n'existent pas. Et c'est un livre que devait écrire Raymond Picard sur Racine dans la collection Écrivains de toujours. Et il y a une correspondance que j'ai lue, assez piquée et piquante, hein, sans faire de mauvais jeu de mots, entre le directeur du Seuil à l'époque, j'ai oublié son nom, il est très très connu, hein, et Picard. Parce qu'en fait, Picard avait rendu un ouvrage qui a été refusé par le Seuil. Et alors, il faut lire l'échange de lettres, hein, très courtoise, mon cher collègue, mon cher monsieur, etc. Mais enfin, c'est quand même dit, parce qu'en fait, dans l'ouvrage, Picard ne parlait jamais des tragédies de Racine. Je ne veux pas dire par là qu'il ne parlait que des plaideurs. Hein. Il ne parlait que de la vie de Racine. En fait, il avait synthétisé sa thèse, sa bonne thèse d'ailleurs, et son bon livre hein, sur la carrière de Jean Racine. Et donc, l'éditeur a refusé le livre parce que précisément, on n'abordait pas la littérature. Alors, du coup, pourquoi je dis ça? Parce que bon, ça va vous inciter à aller voir dans les archives du Seuil, parce qu'il y a certainement plein de perles comme ça à trouver, hein, mais aussi parce qu'il me semble que toutes ces collections et les maisons d'écrivains posent la question difficile de l'homme et de l'œuvre, en quelque sorte. Hein. Sur quoi est-ce qu'on met l'accent, en quelque sorte. Hein. Alors, Picard, il avait tellement mis l'accent sur la vie hein, et la carrière de Racine, c'était fort intéressant, paraît-il, mais il n'y avait pas de question de tragédie. C'est quand même un peu dommage hein, quand on parle de Racine. Donc là, il y avait trop de vie par rapport à l'œuvre.
Et dans les maisons d'écrivains, souvent aussi, il y a trop de vie par rapport à l'œuvre, là aussi. Hein, c'est le risque. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une maison d'écrivain? En quoi c'est la maison dans laquelle a vécu un écrivain? Mais où est la littérature? Où est la littérature dans la maison? Alors, Mathilde, vous parliez du bureau. Hein, voilà. Est-ce qu'on représente les lieux d'écriture? Est-ce qu'il y a des manuscrits? Est-ce qu'on voit le stylo? Est-ce qu'on voit la plume de Voltaire, par exemple, là, à Ferney? Ça c'est rien, hein, peu importe. Donc, qu'est-ce que c'est que mettre en maison la littérature? Et non seulement, alors ça peut être aussi mettre en scène le référent de la littérature, en quelque sorte. Hein, c'est évident, la question fantasmatique, pas d'ailleurs. Hein. Donc, vraiment, toutes les questions que vous abordez et que nous abordons et qui sont passionnantes, c'est vraiment des questions qui sont au cœur de la littérature. Quelle est la relation entre l'homme et son œuvre? Et c'est vraiment ce que met en scène et la maison et les collections et tout ce que vous avez dit. Hein. On oscille entre l'un et l'autre, on les sépare, on les réunit, on les hiérarchise, on articule d'une manière ou d'une autre, et c'est pas simple du tout, et c'est pour ça que c'est passionnant, hein, et c'est pour ça qu'on sert à quelque chose. Dernière remarque, après je ne veux pas monopoliser la parole, le dialogue entre Malraux et Picon, on le retrouve dans le volume Monterland, où Pierre Cipriot fait un volume sur Monterland, et Monterland lit le texte et répond, et les réponses de Monterland sont intégrées au volume. Hein. Je crois me souvenir de cela. C'est une lecture assez ancienne pour moi. Tout à fait. Sous forme manuscrite d'ailleurs. Ouais. Il y a le même phénomène, et peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Voilà, j'ai pas tout dit, mais j'ai tout dit ce que je voulais dire maintenant. Et merci encore. Hein. Je ne dis pas aux 3 participants, mais aux 4. Hein. J'inclus tous les mousquetaires de la séance. Voilà. On a bien compris que tu mettais une option sur le Roland Barthes par Roland Barthes. Je suis disponible. Je ne mets pas une option. Je suis disponible. D'accord. On voudra personne d'autre. Quelqu'un d'autre peut le faire, il peut le faire, bien sûr. Hein, voilà. Mais je ne mets aucune préemption. Voilà. Hein. Option, mais pas préemption. Voilà. On le fait pour toi. Ok. S'il n'y a pas d'autres, Anna-Louisa, oui, allez-y. J'ai peut-être quand même une question en réponse aux questions et remarques. Effectivement, donc le dialogue s'établit aussi entre Cipriot et Monterland, et d'ailleurs c'est un dialogue un peu contraint. Enfin, quand on voit les échanges dans les archives du Seuil, on voit bien que Monterland a contrôlé de A à Z la manière dont Cipriot travaillait. Monterland, que dis-je, il y a des commentaires de Monterland à la main, mais il y a surtout, oui, enfin, il y a un contrôle important sur ce que Cipriot pouvait écrire. Et il y a des commentaires de Monterland à la main, mais ce n'est pas toujours des commentaires, dans ces cas-là, ce ne sont pas toujours des commentaires écrits pour l'ouvrage. Par exemple, pour Colette, il y a des commentaires à la main, de la main de Colette, mais qui très probablement ne datent pas de l'ouvrage. En fait, ont été pris, ce sont des commentaires écrits en dessous d'une photo, et la photo est reproduite dans l'ouvrage, et ça donne l'impression qu'il y a un dialogue. On voit bien que la collection a joué aussi sur ce type d'ambiguïté. En tous les cas, pour le cas de Colette, ce n'était pas très clair. Et pour les archives du Barthes, elles étaient disponibles au Seuil. Vous nous disiez qu'elles étaient disponibles au Seuil, ou est-ce que c'est à l'IMEC? Non, alors les archives de Barthes, les archives de l'écrivain sont à la Bibliothèque nationale maintenant, hein, elles ne sont plus à l'IMEC. Pour le Picard. Pardon? Pour le Picard. Alors pour le Picard, c'est Bernard Commun du Seuil qui nous les a montrées lors d'un séminaire Barthes. Elles sont au Seuil. Je ne sais pas si le Seuil ouvre largement ces archives, mais vous pouvez toujours demander. Hein, en fait, elles sont déposées périodiquement à l'IMEC, mais du coup, on ne peut pas remonter au-delà d'une certaine date, et peut-être que ton intervention nous aiderait à aller voir par là, à moins que tu veuilles te charger de ce dossier-là aussi, hein, ce qui pourrait être très bien. Non, mais privé, moi je veux bien intervenir. Hein, si je peux servir d'intermédiaire, ce sera avec plaisir. Hein, mais il faut demander au Seuil. Peut-être juste avant, pour aller dans le sens de ce que Mathilde disait avant la question d'Anna-Louisa, pour vous donner une idée, là tout récemment, il y a quelques mois, j'étais à l'IMEC, et je voulais voir le dossier Bonnefoy pour Rimbaud, pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. C'est intéressant, mais il n'y a pas énormément. En fait, il y a des choses, parfois des dossiers très très pauvres. Par contre, dans le dossier sur le Rimbaud, il y a une liasse de lettres kilométriques qui correspond à… Parce que là tu parles, Claude, de Picard, mais qui est devenu célèbre et qu'il est resté grâce à Barthes, en quelque sorte, et à sa foire d'empoigne avec Barthes autour de Racine. Et moi, je suis tombé…
à propos du projet de faire un Rimbaud sur une proposition qui a été faite par une jeune femme, illustre inconnue, qui doit avoir entre 20 et 25 ans, qui envoie un projet au Seuil. Ils accueillent le livre, il y a des commentaires, ils disent oui, il faut faire plus comme ceci, plus comme cela, puis finalement ils lui disent non. Et alors de façon complètement sidérante, les parents de la jeune femme, le papa et la maman séparément, écrivent au Seuil pour demander des comptes. Enfin, ça devient un truc semblable, et c'est finalement Bonnefoy qui fait le bouquin. Mais il y a une correspondance énorme, énorme. Il y a facilement 60 pages de correspondance donc, sur la maison d'écrivain assez marginale d'Arthur Rimbaud. Effectivement. Mais donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, en ouvrant les archives, on va trouver des choses très surprenantes parfois et auxquelles on ne s'attend pas. Et effectivement, il y a beaucoup de projets de livres avortés. Parfois, ils sont faits 15 ans après, parfois, ils ne sont jamais faits. Et c'est aussi intéressant et important pour connaître l'histoire de la collection parce que ces séries, elles sont en fait déterminées aussi par de la contingence. Voilà. Merci David. Je passe la parole à Anna-Louisa et ensuite à Célina qui a levé une main virtuelle pour intervenir. Merci Olivier et merci aux intervenants aussi. C'est un peu difficile d'organiser toutes les idées parce que comme a dit David... Excusez-moi Anna-Louisa, on entend un écho très curieux. Il y a un écho, le son est brouillé. Je vais essayer avec les micros. Je pense qu'elle sera peut-être le son comme ça. Voilà. Maintenant, ça marche? Ah, c'est beaucoup mieux. Ah oui, excusez-moi. Je disais tout simplement que, bon, je remerciais Olivier et aussi aux intervenants, et je disais que c'est difficile d'organiser les idées, comme le disait David plus tôt, parce que finalement, il y a beaucoup de choses à dire, et c'est tout très intéressant, donc c'est un peu difficile. J'ai fait un peu des associations libres ici, je ne sais pas si je vais vous aider avec la mégalomanie, peut-être si je vais jeter un peu plus de difficultés sur ce point-là. Mais finalement, je ne sais pas si vous connaissez, parce que je ne sais pas si c'est traduit en français, mais il y a un travail un ouvrage, en fait, une série d'ouvrages d'un écrivain contemporain portugais qui s'appelle Gonçalo M. Tavares. Je ne sais pas comment on dirait ça plus à la française, mais il y a cette série qui s'appelle Les Quartiers. Alors, c'est une espèce d'un quartier imaginaire où habitent plusieurs écrivains. En fait, pas seulement des écrivains, il y a des intellectuels des différents domaines. Et alors, il y a des interactions entre ces habitants du quartier. Et chaque ouvrage a les noms d'un habitant de ces quartiers. Donc, et il y a, j'ai une collègue, en fait, je pense à ça, peut-être pourrait être une personne intéressante à échanger des idées, peut-être. C'est une collègue qui fait son doctorat à l'Université de São Paulo, qui travaille avec les volumes sur T.S. Eliot, qui s'appelle Les Conférences, où ces personnages, T.S. Eliot, donnent des différentes conférences à propos des poésies. Donc, je ne sais pas, je fais plusieurs connexions qui ne sont pas très claires pour l'instant, mais je suis sûre qu'on pourrait penser, oui, comme dit David, une possibilité de connexion entre les deux projets. Merci, c'est ça que je voulais. C'est un peu cette connexion que je voudrais faire, mais moi, je ne connais pas très à fond cet ouvrage non plus, donc je pourrais peut-être vous présenter ma collègue Katharina, et je pense qu'elle, je ne sais pas si dans une prochaine séance ou dans une autre circonstance, peut-être, je ne sais pas, elle pourrait vous parler un peu plus de qu'est-ce que c'est cet ouvrage de Gonçalo M. Tavares et comment est-ce que cela pourrait vous donner des idées à propos de ce que vous faisiez dans les deux cas, hein, pour Marie-Clémence et Bertrand Bourgeois, et aussi pour David et Mathilde. Et excusez-moi, je ne gardais pas tous les noms pour l'instant, mais Marcella. Marcella, merci. Alors, oui, c'était ça la première chose. Je ne veux pas prendre la parole pour trop de temps. Peut-être après, s'il y a les autres qui veulent intervenir, et après, j'essaie de m'organiser un peu plus pour dire d'autres choses. Merci. Moi, je veux bien prendre connaissance de ce livre-là. Ça pique ma curiosité.
Merci. Célina, vous aviez une question, vous vouliez intervenir? Oui, tout à fait, oui. Enfin, tout d'abord, je suis ravie d'entendre les infos évidemment sur la suite, de votre projet dont je me souviens que vous avez un peu parlé en 2018, mais voilà, ça fait déjà un moment. J'ai une double question un peu sur la définition de la catégorie des collections de monographies. Enfin, d'abord générique, est-ce que le terme de collection de monographies, consacrée à des écrivains inclut-il pour vous nécessairement la conjonction de ces volets biographiques, anthologiques et iconographiques? Ou est-ce qu'il y a, enfin, s'il y a seulement enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de variantes ou beaucoup de séries qui n'incluent pas forcément enfin, tous ces paramètres. Est-ce que c'est aussi un domaine voilà, qui entre un peu dans ce prolongement du projet? Et deuxièmement, et cela aussi un peu au risque de peut-être ne pas réduire la mégalomanie, est-ce que vous vous focalisez seulement sur le XXe siècle ou envisagez-vous aussi un peu, peut-être aussi moyennant une définition un peu plus large, enfin de remonter au 19e siècle où je crois qu'il y a eu quelques séries, ça s'appelait Écrivains contemporains ou classiques pour tous, qui ne sont pas forcément, oui, avec iconographie, qui n'ont pas tous ces paramètres, mais est-ce que vous envisagez aussi de remonter un peu l'histoire, enfin, de remonter plus loin dans le temps pour voir un peu d'où ça vient, parce que j'imagine qu'il y a vraiment beaucoup de modèles qui ont précédé les collections de poches proprement dites. Voilà. Marcella, Mathilde, vous voulez vous lancer? Sinon, je peux... La réponse est simple. On s'est posé la question et on a décidé de ne pas trancher. Et on pensait en particulier à toi. On pensait à la possibilité de transposer ce modèle-là dans différents médiums. La transposition dans le temps est pertinente aussi. On va y réfléchir. On a décidé de ne pas trancher la chose pour le moment parce que c'est difficile de renoncer à ce type d'extension. Et probablement, le projet de départ avait besoin d'être bien circonscrit, mais la question de transposition éventuelle pique notre curiosité, évidemment. De mon côté, j'aurais tendance à dire ça va être un peu là aussi, comme pour l'existence de ces collections, un peu conjoncturel. Ça dépendra de l'intérêt possible de contributeurs ou de contributrices qui seraient susceptibles de s'intéresser à ces séries et de s'y intéresser de telle ou telle façon. Il y a des auteurs qui sont dans pratiquement toutes les collections. Je pense à Cocteau, par exemple. Il se trouve que là, on est très copains avec des coctaliens éminents, donc on pense que pour Cocteau, ça ne posera pas de problème. Il y a des auteurs pour lesquels ce sera plus compliqué. Là, je parle simplement en termes d'auteurs. Après, moi, j'aurais tendance à vouloir être assez englobant, et donc au-delà même de l'idée de remonter à des collections antérieures, il y a, comme le disait Mathilde, l'idée d'élargir au niveau de médium, donc les séries télévisuelles sur lesquelles tu as déjà travaillé, Célina. Je pensais aussi aux formes radiophoniques, des émissions comme La Compagnie des œuvres, La Compagnie des poètes, et là je cligne de l'œil vers Florence Heubrecht notamment. Donc il y a différents types de déclinaisons au niveau des médiums, et par ailleurs, au-delà des seuls écrivains, là, le coup de coude s'adresse à Marianne, notamment, qui travaille sur des séries où il est question de chanteurs et de chanteuses. Dans le cadre du projet, on a été amené aussi à travailler sur des collections consacrées aux philosophes, aux hommes de théâtre, aux artistes. Et donc, voilà, l'extension, je dirais, elle n'est pas figée au départ, elle est potentiellement la plus ouverte possible, tout dépendant concernant, je dirais, l'examen de ces séries par un individu, je dirais par monographie consacrée à un auteur ou à un autre. Tout dépendra de l'intérêt que d'autres chercheurs pourraient trouver à s'investir dans la démarche. Mais a priori, on envisage les choses de façon aussi large que possible, en comptant quand même sur, je dirais, les bonnes volontés. Et par ailleurs, pour répondre cette fois de façon un peu plus théorique ou technique, est-ce qu'on a une conception, je dirais, très déterminée où tous les paramètres qu'on a évoqués pour ces séries doivent être présents? Rien que le fait de travailler sur des séries livresques nous amène à relativiser, à bien voir que tout est très mouvant.
Et je dirais que la solution qu'on a trouvée, mais qui est une solution qui découle de l'analyse d'un nombre considérable de volumes, c'est que en fait, tous ces agencements de genre entre biographie, essai, anthologie, iconographie et parfois d'autres petites choses, comme à la fin de certains écrivains de toujours, on n'a pas mentionné ça parce qu'il n'y en a pas énormément, mais il y en a, des témoignages de contemporains sous forme de séries de citations. L'idée, c'est qu'à chaque fois, ces agencements génériques pointe vers un résultat qui, génériquement, est englobant, qui est celui du portrait. Au fond, c'est le résultat final. Et que des éléments soient absents ou pas, ça ne change pas fondamentalement la donne de ce point de vue-là. Je pense par exemple, au-delà de la collection Les Singuliers, une collection dont le nom m'échappe, peut-être que quelqu'un s'en souviendra, qui est une collection qui a commencé à apparaître dans les années, fin des années 60 et jusqu'au début des années 80, chez Belfond, qui est une collection d'entretien. Il n'y a pas d'iconographie à part sur les couvertures, d'entretien avec essentiellement des écrivains, mais aussi des philosophes, peut-être qu'il y a des cinéastes, je ne sais plus exactement. J'oublie le titre de la collection, mais voilà, là, il n'y a que de l'entretien. Et pourtant, au final, l'objectif de l'entretien, c'est de donner lieu à un portrait par des biais différents de ce qu'aurait pu donner une biographie. Mais donc voilà, l'idée, c'est d'aller vers une extension large. Est-ce que cette collection ne s'appelle pas simplement Entretien? Eh bien, écoute, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Je ne sais plus qui il y a dedans. Je crois que je me souviens d'avoir un volume de Raymond Abellio. On va savoir pourquoi j'ai ça, mais enfin, voilà. Je m'excuse, j'ai juste encore une autre question de par pure curiosité. Est-ce que vous avez connaissance d'études qui ont été réalisées sur les formats un peu antérieurs, donc ces collections plutôt au 19e siècle ou, en fait, je me suis un peu vaguement intéressée à ça en m'intéressant à l'histoire de l'histoire littéraire et il y a des espèces de séries qui sont souvent citées dans ces livres-là, mais je me suis demandé si vous avez déjà vu des études qui ont été réalisées spécifiquement sur ces séries-là. Enfin, moi, j'en connais le nom, mais Il y a oui, il y a la thèse de Dragos Jipa, Ah oui. qui a publié un article dans le collectif Mémoire du livre. Il a publié un article qui est plus ou moins tiré de son travail de thèse, je crois, sur la collection de Jean-Jules Jusserand. Donc fin 19e, dernier quart du 19e. Et bien sûr, elle n'est pas elle-même, c'est pas une création absolue, la collection de Jean-Jules Jusserand, mais il y en a d'autres qui l'ont précédé. Simplement, on a eu l'impression qu'il y avait une rupture au moment de la Seconde Guerre mondiale, quelque chose à partir de Segers qui s'initiait, qui était un peu différent, mais bien évidemment, il y a des ancêtres. Et d'ailleurs, Jean-Yves Mollier aussi est remonté un peu dans le temps au moment du colloque sur les extensions de collection. Oui. J'ai activé mon micro et ma vidéo parce que j'aurais une question à poser. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Oui, c'est par rapport effectivement à votre présentation, très intéressante aussi, sur les collections retenues, parce que je pense à une autre, c'est chez Buchet-Chastel, les écrivains de ma vie. Par exemple, récemment, Marie-Hélène Lafon a publié sur Flaubert. Giono avait publié aussi sur Melville, je crois. Voilà, donc alors c'est bon, une collection qui ne laisse a priori pas de place à l'iconographie. Donc est-ce que c'est pour ça qu'elle ne fait pas partie de votre corpus ou pas? Voilà. Et je voulais aussi, deuxième question, pendant que j'ai le micro ouvert, savoir parmi justement les écrivains femmes pour lesquels il y aurait des recherches à approfondir, lesquelles seraient concernées de manière prioritaire. Je referme mon micro et la vidéo. Vas-y, Mathilde. Merci pour la suggestion et pour les questions. Cette collection chez Buchet-Chastel, je pense qu'elle est super intéressante. J'allais surtout répondre à votre deuxième question.
pour ce qui est des écrivains femmes pour lesquels il faudrait commencer le travail, c'est peut-être plutôt à vous de nous dire, sur qui vous avez envie de travailler parce que le champ est vraiment assez largement, libre, hein. Je pense qu'il y a eu, on a souvent cité l'exemple de Colette, heu, souvent cité l'exemple de Sarraute, donc sur ces 2 là, c'est sûr qu'on a déjà un peu travaillé, mais bon, ça laisse quand même beaucoup de place. Bon, j'aurais tendance à dire qu'on n'a pas de priorité, nous, spontanément, là, comme ça, au début du projet, mais que si des personnes ont un intérêt, vous, par exemple, à travailler sur telle ou telle autrice, feu vert et allez-y, et on vous fournit tout ce dont vous avez besoin et qu'on peut vous fournir pour vous orienter, pour vous aider en termes de lecture, en termes de… Voilà, c'est un peu ça. On est bien conscient qu'on ne va pas pouvoir, vu l'ampleur de la chose, piloter et contrôler chaque chose de façon à ce que dans tel ordre, il faudrait aborder tel auteur plutôt que tel autre. Ça ne marchera jamais comme ça. Ce sera vraiment lié à la… Alors, on essaiera d'impulser un certain nombre de choses, notamment en lançant l'appel d'ici quelques semaines, mais tout dépendra en réalité de l'intérêt et de l'opportunité pour telle ou telle personne de s'intéresser à tel volume consacré à tel auteur ou de s'intéresser, parce qu'on imagine parfaitement que des auteurs, voilà, je me dis que pour certains groupes d'auteurs, j'invente n'importe quoi, mais imaginons les surréalistes, dans toutes ces séries, le traitement des surréalistes et du surréalisme pourrait éventuellement, il faudrait qu'on vérifie s'il y a suffisamment de volume, mais faire l'objet soit d'un mémoire de master, soit d'une thèse de doctorat. Pareil pour les néo-romanciers. Enfin, il peut y avoir aussi des groupements, et une personne qui s'intéresserait à une échelle plus large à une série de volumes pourrait, voilà, faire aussi des monographies sous forme d'articles consacrés à ces monographies. Donc, si vous avez des intérêts particuliers, eh bien, on est prêt à vous écouter. Merci. Donc, merci pour ces précisions. Je regarde l'horloge, je vois qu'il est 18h10, si peut-être une dernière intervention, ou bien nous séparons sur ces belles perspectives, sachant que bon, pour René Char, je peux essayer de regarder de mon côté ce qui peut être fait, chez Poète d'aujourd'hui, il y a eu 2 volumes avec des auteurs différents et peut-être quelque chose à explorer de ce côté-là. Et j'avais interviewé Éric Marty, je dois avoir gardé ça il avait fait un René Char dans Les Contemporains. Oui. Un entretien avec lui. Si tu te lances, je pourrais te le passer probablement. Oui, volontiers. Voilà. Voilà. Je suis heureux de voir que l'hameçonnage fonctionne très bien. Très bien. Mais écoutez, je vous propose, alors il y a des interventions dans le chat. Je vous laisse regarder. Alors, Paul nous pose une question concernant être tenu au courant. Je pense qu'il suffit, Marcella, toi tu vois comment techniquement faire pour être tenu au courant du séminaire, etc. Déjà, il y a le carnet du réseau, vous aurez l'horaire du séminaire. Et puis après, il suffit je pense, de nous envoyer une… Il y a un document d'inscription au réseau qui était publié sur Fabula, il me semble. Oui. Mais sinon, je peux vous retrouver le lien et vous le retransmettre ici. Mais peut-être que la question portait plus spécifiquement sur ce projet ou sur les 2 projets. En tout cas, pour ce qui est des collections de monographies illustrées, l'appel, il sera sur Fabula, mais je pense qu'on envisage aussi de faire en sorte que le site Patrimonialité répercute les informations concernant ce projet-là et toutes celles que vous voudrez nous transmettre, hein. C'est vraiment la mission du site, c'est de répercuter tout ce qui a trait à la question de la patrimonialisation de la part de tous les membres du réseau. Hein. Des membres du réseau et de gens qui n'en sont pas membres. Hein. Et des sympathisants. On voit passer une journée d'études qui concerne ces questions, de gens qu'on ne connaît pas, on va mettre l'annonce pour que tout le monde soit au courant. Et encore une fois, nous, on est en train de développer le carnet en fonction de ce qui nous paraît utile a priori pour tout le monde, mais n'hésitez pas
à formuler des propositions, des demandes. Et une fois que vous avez envie de développer quelque chose comme nous, on envisage de le faire sur le carnet, on vous passe les clés et puis vous construisez votre cabane au fond du jardin ou votre palais du facteur cheval. C'était une manière d'amener ma question. Est-ce que le palais du facteur cheval fait partie de ton projet, Marie-Clémence? Non, c'est vrai. C'est une vraie question. Je le fais un peu pour faire rire, mais c'est non, mais c'est une vraie question, d'autant que j'ai assez dit que le thème artiste était ouvert à plusieurs pratiques artistiques. Donc, oui, on n'a pas explicitement inscrit dans les reins de notre projet, on n'a pas nommé explicitement. Mais vous ne l'avez pas barré non plus. Non, mais d'après tout ce que j'ai dit, si on est cohérent, oui, normalement, ça fait partie effectivement du projet, d'autant qu'on avait envisagé aussi tout ce qui était lien avec Gaudi et une esthétique de ce temps-là. Donc, oui, je te remercie d'avoir ajouté un nom à notre liste. Donc, il n'était pas explicitement mentionné, mais selon toute logique, il fait partie du corpus envisagé. Ok. Et donc voilà, pour revenir à ce que je disais au sujet du carnet, vraiment investissez-le si vous le jugez utile et intéressant pour vous, de la façon qui vous convient. On n'a pas c'est vraiment pas rigide. Le réseau, vous faites-en ce que vous voulez en faire et il y aura la place de toute façon pour le faire. Nous, on a décidé de développer ce projet a priori sur l'atelier. Si vous souhaitez vous développer des choses d'une toute autre nature, n'hésitez pas à le faire si ça vous paraît le bon lieu pour le faire. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est techniquement possible, mais je me demande si ce serait peut-être intéressant d'avoir dans les sites de patrimonialité un petit, peut-être, je sais pas, un petit descriptif de ces groupes qui sont un peu dans le réseau. Je ne sais pas si ça a un sens pour vous, parce que comme ça, je pense que ça pourrait attirer l'attention des personnes qui ne sont pas dans ces réunions pour l'instant et qui pourraient comprendre qu'il y a dans les réseaux des possibilités, des groupes de travail un peu, je ne sais pas. A priori, on va essayer de développer au moins le nôtre sur ce projet-là prochainement, mais c'est vrai qu'on pourrait le dire explicitement au-delà. Un petit mode d'emploi. Pardon? Faire un petit mode d'emploi peut-être. Oui, mais oui, tout à fait. Et certainement, oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces interventions et pour toutes ces perspectives. Je vous propose de mettre fin à cette séance et de nous retrouver donc dans un mois environ. J'ai oublié la date exacte, je suis désolé, il faudrait que je vérifie. Il suffit d'aller voir pour le carnet. Sur le carnet, pardon, c'est indiqué. J'aurais dû l'avoir sous les yeux. Ouais. Alors attends, j'envoie le lien, comme ça tout le monde l'a. Le 31 mars, non? Oui. De toute façon, oui. Oui, c'est ça. La date, c'est le 31 mars, donc c'est à la toute fin du mois. Voilà, ce sera le 31 mars, et donc un séminaire à 2 voix. Voilà. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne soirée, et puis donc à très bientôt pour la suite de nos travaux. À très bientôt, bonne Merci, soirée et bonne journée Anna-Louisa. Au revoir. Merci, au revoir.